merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien ce matin. C'est un grand plaisir, puis évidemment, là, c'est un grand honneur, parce que, je veux dire, c'est toujours intéressant de pouvoir transmettre, je dirais, des informations, je veux dire, pour une certaine postérité. On vous a connu plus particulièrement comme chef de service, mais peut-être plus précisément aussi comme quelqu'un qui a toujours été engagé dans le domaine de l'intervention interculturelle. Ce matin, on va donc évidemment toucher beaucoup à cet aspect-là avec vous, et peut-être plus particulièrement encore avec un peu le début de cette intervention-là, plus précisément avec la communauté italienne. Mais avant qu'on débute, j'aimerais ça que vous nous fassiez un petit survol de votre carrière. Qui êtes-vous? Quelles étapes avez-vous suivies dans cette carrière dans les affaires sociales? J'ai commencé, donc formé en philosophie, en psychologie. J'ai été en mesure d'être embauché en 1975 comme directeur de la succursale Jarry. Donc, j'ai fait toute ma carrière au CSSMM, mais au Centre des services sociaux, au Centre jeunesse de Montréal, comme gestionnaire, donc comme directeur de la succursale Jarry. Ensuite, chef de division au bureau de service social Centre-Nord pour le territoire de Montréal-Nord, et également comme chef de service là, au niveau d'enfance-famille, qui se trouvait être pour le Centre jeunesse de Montréal. Quand vous dites directeur de la succursale Jarry, ça ouais. C'était après la création du CSSMM? Oui, dès la création, c'est que il y avait auparavant des services territoriaux qui étaient au niveau de différents grands territoires. La direction du CSSMM a voulu subdiviser la grande succursale métropole qui s'occupait de tout le nord-est quasiment là, de Montréal, incluant aussi un peu du centre-ville. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu donc la succursale centre-ville, la succursale Saint-Denis-Gounod, et il y a eu la succursale Jarry. La succursale Jarry, déjà, avait 5 grands territoires: Montréal-Nord, Anjou, Ville-Saint-Michel, ensuite Rivière-des-Prairies, et également, il y avait toute la section de Saint-Léonard. On est en quelle année? 1975. Mettons, le projet en 73-75, mais moi, j'ai été embauché en 75. Puis à ce moment-là, on avait déjà donc 3 institutions qui desservaient l'île de Montréal, c'est ça? Bien, il y avait, mettons, 3 grands CSS qui s'étaient mis en place, mais qui étaient toutes, je dirais, une conséquence de l'histoire. Donc, le réseau anglophone, le CSS Ville-Marie, le réseau francophone, le CSS du Montréal métropolitain, et le réseau juif, qui était déjà constitué, qui était le CSS juif. Maintenant, ce qu'il faut savoir à cette époque-là, c'est que compte tenu que la communauté juive avait déjà son réseau public subventionné de centres de services sociaux, or, la communauté italienne a souhaité avoir son propre réseau, que le gouvernement finance son propre réseau, comme pour créer un CSS italien. Et donc, ça, c'était assez intéressant parce qu'il y a eu tout un débat à l'effet de dire, mais nous, en fait, on est capable de pouvoir se financer si le gouvernement ne nous finance pas. Donc, le gouvernement, effectivement, a décidé de ne pas le financer. Donc, il y a eu toute une collecte de fonds pour la création d'une fondation italo-canadienne pour pouvoir s'assurer qu'il y ait les services communautaires italiens qui étaient situés à la Casa d'Italia, puissent se constituer un peu comme en mini-CLSC. Mais qui devait desservir à ce moment-là, par les institutions, qui devait desservir la communauté italienne? Parce que c'était le secteur anglophone ou le secteur francophone? Bien, voyez-vous, ce qui se passe, c'est en tout cas, sûrement pas le secteur juif, mais anglophone ou francophone. Bien là, c'est ça. Au niveau de l'éducation, on se rappelle que dès les années 30, la communauté italienne et les autres communautés avaient été, je dirais, délaissées par la communauté canadienne, française, francophone et orientées vers le secteur anglophone des commissions scolaires. Donc, la commission scolaire soit protestante ou la commission scolaire catholique, mais anglophone. Et là, ça avait occasionné à un moment donné
une emprise, si je peux dire, ou un travail plus, ou une orientation vers le secteur anglais. Et on se souvient qu'en 1969, il y a eu la crise de Saint-Léonard, où finalement, il était question de transformer une école française à une école anglaise pour assurer la scolarisation de la communauté italienne. Et là, ça avait fait toute une crise et sur le choix de la langue d'enseignement. Et donc, le français se sentait menacé. Ils ont dit, mais s'il faut que l'immigration vienne, je dirais, amplifier, augmenter le bassin de la communauté anglophone. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on puisse franciser les immigrants qui arrivent au pays. Donc, ça a donné lieu à la loi, la proclamation de la loi officielle par la loi 22 en 1974 par le gouvernement Bourassa. Mais à cette époque-là, le CSSM a dit peut-être que ce serait une occasion de récupérer les néo-québécois, comme on appelait dans le temps les immigrants, donc les néo-québécois, vers le service social, par le service social, plutôt que, je dirais, de reproduire l'erreur de ne pas s'impliquer et de laisser l'ensemble des néo-québécois aller vers le secteur anglophone. Si je fais un parallèle, si je regarde comme par rapport au niveau scolaire, parce qu'au niveau scolaire, à partir de ce moment-là, de ces années-là, les enfants d'immigrants devaient commencer à aller à l'école française. Sauf si les parents, c'est toujours ça, là, sauf si les parents ont déjà fréquenté l'école anglaise, tout ça. Par rapport au travail social, là, ce dont vous venez de nous parler, est-ce que c'est la même chose ou à partir de ce moment-là, non? C'est la communauté italienne, comme tous les allophones, doit être desservie par le Centre des services sociaux francophones. Ça a été vraiment comme différent parce que ça s'est fait progressivement. Il y a eu une décision politique. Et cette décision politique était le fait que le Centre des services sociaux du Montréal métropolitain, de par sa direction, a décidé de vraiment desservir la communauté, les néo-québécois et la communauté italienne. La communauté italienne. En commençant par ce qu'on appellerait la communauté la plus numéreuse, la plus populeuse de Montréal, la communauté italienne. Et donc, il était question, dans ce débat où la communauté italienne voulait avoir son propre centre de services sociaux, de dire non, on va ouvrir une succursale italienne. Voyez-vous? Et c'est à ce moment-là que moi j'entre en action, c'est-à-dire qu'on a cherché du monde pour pouvoir s'assurer que les services puissent être accessibles à la communauté italienne. Donc, la succursale Jarry devient la succursale dédiée à la communauté italienne. Particulièrement dans le projet de la ville. Vous nous avez apporté un petit souvenir. C'est qu'en pleine loi 101, ça c'est quelques années plus tard, en 1977, ce qui était intéressant, c'est que pour assurer l'accessibilité des services et la visibilité dans un centre d'achat, parce qu'on était situé dans un centre d'achat, je veux dire, à Saint-Léonard. Donc, pour s'assurer, on avait fait effectivement une affiche le service des communications. En haut, ça marquait Centre de services sociaux du Montréal métropolitain. En bas, Centro dei servizi sociali du Montréal métropolitain. Et ça devenait, mettons, un point d'ancrage qui nous permettait de pouvoir nous distinguer, mais également assurer, je dirais, un achalandage. Parce que le préjugé était à l'effet que les Italiens, à l'époque, ne se comportaient pas comme les Canadiens français, c'est-à-dire ils réglaient le tout en famille. Donc, on disait, si on veut vraiment s'assurer qu'il y a un achalandage, une clientèle, comment faire? Or, l'hypothèse que moi j'ai émise, c'est effectivement d'avoir du personnel d'origine italienne qui puisse aussi répondre, donc se rendre accessible au niveau de la langue. Et là, ce qui arrive, c'est que... Excusez-moi, mais comment vous avez fait ça, entre autres choses, par rapport, disons, comme aux syndicats, aux règles syndicales, tout ça? Bien, voilà. Comment vous pouviez privilégier du personnel? Bien, voilà, ça a été peut-être... Premièrement, il y avait donc un défi d'accessibilité. Et là, ce qui arrive, l'autre défi, c'était d'avoir un bassin de personnel qui était compétent et qui était formé et qui parle en italien. Sauf que
Puis je vais répondre à votre question. C'était le fait que les gens d'origine italienne, la troisième génération, là, les deuxièmes générations, c'était soit des professionnels ou des gens dans la construction. Ils n'allaient pas vers les services sociaux. Donc, il a fallu faire une publicité dans les universités pour dire, écoutez, le centre de services sociaux est intéressé à aller chercher des gens qui sont intéressés au service social et donc à travailler avec nous. Et il y a eu donc des personnes d'origine anglophone qui parlaient français, mais qui se sont installées. Et nous, ce qu'on avait, c'est on disait que les gens puissent répondre aux critères habituels, là, donc dans les conventions collectives, mais on mentionnait que l'atout de la connaissance de la langue italienne devenait un atout. Okay. Et ça, c'était effectivement comme... aujourd'hui, on appellerait ça des mesures préférentielles pour la loi sur l'équité en emploi. Et effectivement, je dirais, là, il y a eu, disons, du personnel qui a été embauché, puis qui a été également supervisé par... Toutes ces mesures-là, la création de la succursale Jarry, avec des mesures pour engager du personnel plus apte, disons, là, à intervenir dans la communauté italienne, tout ça. Est-ce que ça a résolu un peu les difficultés par rapport à la communauté? Vous nous avez dit tantôt que la communauté italienne voulait même autofinancer ses services sociaux et tout ça. Alors, quelle a été la réaction de la communauté devant toutes ces mesures-là qui leur ont été offertes? Deux choses. Moi, en fait, j'étais déjà impliqué dans la communauté italienne. J'avais aussi une bonne connaissance de ce que j'appellerais l'approche communautaire. L'approche populationnelle. J'avais aussi développé un partenariat. Et ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai dit, écoutez, la communauté, ils ont bien accepté le fait que ce soit une succursale qui se soit développée, puis je pense qu'il y a eu une bonne collaboration parce que, comme je vous dis, c'est des gens avec qui j'avais travaillé antérieurement. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, le CSSMN, ça n'a pas été une génération spontanée. Avec la DSP, notamment avec André Paul, il y a eu une enquête qui avait été faite. La direction des services professionnels. Exactement. Avec Fernand Mouchy, il avait engagé un consultant. Puis ils avaient déjà fait quelques approches pour voir si des personnes pouvaient, mettons, collaborer. Et nous, dans le fond, il y avait Jean Triaca qui était sur le conseil d'administration, travaillant avec M. Prudhomme. Donc, il y avait tout ce qu'on appellerait une volonté d'établissement d'assurer des résultats, dans le fond, vraiment là, des résultats dans l'accessibilité des services à la communauté italienne. Donc, il faisait, comme je dirais, tout ce réseau-là, lorsque la succursale a pris naissance, bien, je pense qu'il voyait ça comme étant un gain. L'élément, par contre, sur lequel moi j'ai travaillé, c'est que compte tenu que c'était une succursale qui ne desservait pas juste la communauté italienne, mais elle était dédiée au territoire nord-est, là, donc de la succursale. C'était une vocation spécifique, mais ce n'était pas que sa seule mission. Moi, j'ai travaillé à ce que les autres succursales qui avaient une population italienne sur leur territoire s'engagent à desservir également la communauté italienne parce que ça n'avait pas de sens que des gens de Ville-la-Salle se déplacent pour recevoir un service à Saint-Léonard. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'il y a eu des gens comme Arlette Prudhomme qui, oui, a travaillé dans ce sens-là. Il y a eu aussi la succursale Saint-Denis-Gounod pour ce qu'on appelle aujourd'hui la Petite Italie avec Jean Issery, qui ont effectivement également embauché du personnel. Donc, voyez-vous qu'il y a eu comme une certaine assimilation d'embauche des gens d'origine italienne pour pouvoir desservir la population dans leur lieu de résidence, à leur lieu de résidence, dans leur secteur de résidence. J'aimerais revenir sur un aspect que vous avez soulevé au début un peu de ce sujet-là, quand vous avez dit qu'il y avait comme une réputation, en tout cas une perception de la communauté italienne qui voulait que c'était la communauté qui réglait ses problèmes dans la communauté. Je ne sais pas si c'était réel ou c'était juste une perception. S'il y a une certaine réalité, est-ce que tout ça, ce que vous avez mis en place, tout ça, a changé un peu cet aspect-là? Est-ce que c'est devenu plus perméable? Est-ce que la communauté a été plus perméable à de l'intervention? Définitivement. Et le moyen qu'on a utilisé, c'est aussi de s'assurer que des services
plus concret puisse être donné, je dirais, aux familles. C'est-à-dire qu'à quelque part, s'il y avait, mettons, des besoins de référence, mais qu'il y ait des références plus personnalisées. Donc, ce que ça a fait, c'est que il faut dire que l'ensemble des besoins en services sociaux étaient répondus par les curés des paroisses. Donc, en travaillant avec les curés des paroisses, eux nous référaient aussi des situations qu'ils ne pouvaient pas régler, donc qui demandaient une aide professionnelle. Et ça vous donnait une certaine crédibilité en plus. Puis on l'avait. Je pense aussi que la direction du CSS même avait effectivement cette crédibilité-là, puis que nous, dans le fond, on l'a concrétisé sur le terrain. Puis il faut dire, comme je vous dis, on a développé plusieurs ressources dans le milieu. Exemple, le Centre des femmes, bon, l'arrivée, j'ai eu l'occasion de pouvoir embaucher Mme Lisa Yassensa comme organisatrice communautaire à la succursale Jarry. Et dès le point de départ, on a développé des ressources, je dirais, alternatives qu'on appelait dans le temps. Donc, on a créé le Centre des femmes pour les communautés italiennes. On a travaillé aussi au niveau avec le CLSC Rivière-des-Prairies, le CLSC Montréal-Nord pour dire, écoutez, vous avez une population italienne importante, donc vous devez vous développer des services en conséquence. Et donc, on était support. On a été support aux autres succursales également, qui ont eu à utiliser nos services pour, je dirais, développer l'approche que nous, en fait, on avait expérimentée, qui donnait. Et ça a donné lieu vraiment, ça a fait boule de neige. Et même, il y a eu des théoriciens qui ont commencé à travailler en disant, bon, ben oui, quelles sont les pistes à suivre pour rendre accessibles les services sociaux aux communautés culturelles. Donc là, voyez-vous que là, il y a eu un élargissement. Mais avant qu'on y aille dans cet élargissement-là, je voulais juste savoir combien de temps cette expérience-là, formelle, c'est-à-dire d'un bureau spécifiquement dédié à la communauté italienne, combien de temps ça a duré? De 75 à 81. Okay. À l'arrivée des bureaux de services sociaux, on peut dire que dès le point de départ, il y avait déjà comme un point acquis, c'est que, et même ça a été au niveau de la négociation des budgets au niveau gouvernemental, c'est que le CSSMM s'occuperait dorénavant ce qu'on appelle des néo-québécois et donc des communautés culturelles. Donc, ça veut dire que déjà le CSS, les autres CSS, le CSS juif était donc travaillé auprès de la population de religion juive. Il y avait également le CSSVM qui travaillait dans des secteurs à majorité anglophone, mais tout l'ensemble l'orientation des immigrants et des membres des communautés culturelles serait faite vers le secteur francophone, vers le CSS du Montréal métropolitain. Donc ça, là, ça a pris à peu près, je dirais, au moins de 75 à 78, lorsqu'il y a eu là, une formalisation avec le ministère de l'Immigration et le ministère des Affaires sociales à l'époque. Et je dirais les 3 années de consolidation des programmes et s'assurer que le service soit donné également dans les autres points de la ville. Donc, la succursale Jarry, l'expérience de la succursale Jarry va maintenant servir pour être généralisé à l'ensemble de l'intervention auprès des communautés ethnoculturelles. Et ça a été réalisé parce qu'on avait aussi une population haïtienne importante sur notre territoire. Donc, en d'autres termes, elles étaient surreprésentées dans notre clientèle. C'est bien avant la loi de la protection de la jeunesse. C'était effectivement surreprésenté. Elle représentait 5 de la population, mettons, de notre territoire. Elle était à 15 sur notre territoire. Comme ça, j'ai dit, oh, là, il y a un problème à quelque part. Il faut s'assurer qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et là, j'ai eu à embaucher du personnel d'origine haïtienne. Et à ce moment-là, à dupliquer, si je peux dire, ou reprendre nos pistes d'intervention. Et ça a été effectivement réalisé. Et je sais qu'à la succursale Saint-Denis-Gounod, ils ont fait la même chose avec la communauté grecque, en embauchant Christos Syros, qui plus tard est devenu ministre dans les années 80, donc au gouvernement du Québec. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
il s'agissait avant le terme de pratiquer ce qu'on appelle un programme d'accès à l'égalité en emploi pour s'assurer l'accessibilité des services. Donc ça, c'était un peu comme la piste qui est encore actuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une étude sur les programmes d'accès à l'égalité en emploi dans des établissements, c'est effectivement la trame de fond. Et lorsque ça ne fonctionne pas, c'est parce que ceci n'est pas acquis. Est-ce que vous pouvez maintenant, peut-être, une fois que ça a été généralisé, là, comment on retrouve ça, après ça dans les programmes des services sociaux? Je sais qu'il y a des aspects, comme vous avez été impliqué beaucoup, comme dans la formation du personnel, tout ça. Alors, ça a été quoi les actions posées par l'établissement pour pouvoir concrétiser vraiment cette approche-là à l'ensemble de sa population qu'elle desservait? Dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y a eu une vaste enquête qui a été réalisée par l'établissement CSSMM à l'époque sur les caractéristiques et besoins de l'ensemble des communautés. C'est-à-dire que chacun avait eu, je pense que le ministère avait donné une subvention pour s'assurer qu'on puisse faire l'état des besoins au niveau social, mais également au niveau des caractéristiques. Et je dois dire que cette étude-là, elle a fait époque, parce qu'elle a permis de structurer la formation. Ça se trouvait très... Et il faut dire aussi que dans les années 80, il y avait eu l'accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique. Ensuite, il y avait la communauté chilienne. Donc, évidemment, il y a eu une forte immigration sociale qui a été réalisée et qui nécessitait les mesures sociales des acteurs sociaux, dont le CSSMM. Une autre chose, c'est que très tôt, la loi, les directeurs de la protection de la jeunesse ont dû adapter leur intervention sur justement, non pas les critères de protection, mais de la façon dont les signalements étaient faits. Exemple, nous, au départ, on recevait des signalements des CLSC parce que les gens, les familles ne suivaient pas le guide canadien d'alimentation. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils mangeaient du manioc le matin, alors que les gens étaient habitués à les voir manger, avoir mangé peut-être des céréales ou des cornflakes ou quoi que ce soit. Ce que ça veut dire que... Ça perturbait un peu le milieu scolaire. Ça perturbait. Et donc, ce qui arrivait, c'est que les gens, ils disaient, mais je ne sais pas si c'est aussi nourrissant. Enfin, donc, il y a eu une adaptation là-dessus. Il y a eu aussi, en 93, faite par M. Lorrain, une étude... qui a été à même le personnel des centres à l'époque, c'était le CPEJ, là, donc le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et qui a mis en évidence les besoins de l'établissement pour rendre accessible non seulement ses services, mais son interprétation au niveau de la loi sur la protection de la jeunesse, à l'effet qu'il fallait qu'il soit sensibilisé aux caractéristiques ethnoculturelles de la clientèle. Donc là, ça donnait, mettons, on développait ce qu'on appelle une compétence interculturelle. Ensuite, à la fin des années 90, il y a eu un comité mis en place pour répondre encore plus spécifiquement à la perception qu'ont les intervenants de la communauté haïtienne. Et ça a été, je dirais, animé par Mme Isa Yassensa. Et jusqu'à la fin de sa carrière, elle a terminé effectivement comme conseillère en partenariat et conseillère au niveau des relations interculturelles. Donc déjà, l'établissement de fois en fois, on sent qu'elle a été interpellée, elle s'est sentie interpellée, l'établissement s'est senti interpellé pour pouvoir, mettons, rendre accessibles ces services et aussi ouvrir, je dirais, ses emplois, parce qu'il y a eu l'établissement est tributaire de la loi sur l'équité en emploi, donc doit effectivement prendre des moyens, des mesures préférentielles, des mesures de soutien, des mesures d'égalité des chances pour que le personnel soit diversifié et représente la clientèle et la population qu'il dessert. Le temps file rapidement. Avant qu'on se quitte, je veux absolument que vous nous parliez un petit peu. Qu'est-ce que vous considérez, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre carrière? Qu'est-ce que vous trouvez le plus significatif là,
dans les actions que vous avez pu poser? D'une part, c'est que d'avoir su développer, je dirais, cette prise de conscience que nos services doivent être accessibles à l'ensemble de la population sans distinction aucune. D'avoir créé aussi plusieurs ressources et d'avoir sensibilisé nos partenaires à cet effet-là. Exemple, moi, j'ai été fondateur du service d'aide de liaison de la Maisonnée, qui existe encore depuis 35 ans et qui travaille dans ce sens-là, dans son aspect liaison, à, je dirais, sensibiliser, former et faire en sorte que tout résident ancien, nouveau de naissance soit un citoyen à part entière. Donc, c'est exactement, je dirais, le point. Là, ça, pour moi, là, ça a été un porte-flambeau là, qui a été continu. Donc, la flamme là, qui continue encore à m'animer. Monsieur Guy Druzy, merci énormément pour cet entretien. Merci beaucoup, M. Dubé.